nouveau film de Noël, on va parler des 5 légendes. Alors, les 5 légendes, c'est un film d'animation de DreamWorks. Il est sorti en 2012 et réalisé par Peter Ramsey. Peter Ramsey qui a aussi réalisé par la suite, avec d'autres, le apparemment génialissime Spider-Man New Generation. Selon mon point de vue, le film est plutôt sympa. J'aime énormément le traitement des personnages. Il faut savoir que les 5 légendes, ça parle de 5 légendes. Entre autres, du Père Noël, du Lapin de Pâques, de la Fée des Dents, du Marchand de Sable et de Jack Frost. Jack Frost qui n'est pas une légende très très connue, mais c'est un petit peu le principe du film. Donc au niveau du traitement des personnages, il y a par exemple le Père Noël qui est une espèce de grosse brute russe, mais qui est adorable et qui a qui est juste... Il est trop mignon, il n'y a jamais eu vraiment un autre Père Noël traité comme ça, et je trouve ça plutôt sympa. Le Lapin de Pâques est un lapin australien, qui est d'ailleurs doublé par Hugh Jackman, donc qui est australien d'origine, de mémoire. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a plutôt un traitement sympathique des personnages et un petit peu créatif derrière, que moi en tout cas j'aime. En parlant de personnages, je vais vous parler casting un petit peu, parce qu'on a plutôt du bon casting derrière, enfin du casting d'acteurs, mais du casting sympathique quand même. Donc au niveau du doublage américain, on a Chris Pine, Jude Law pour le grand méchant, Hugh Jackman, donc que j'ai déjà cité, et Alec Baldwin, pardon. On va s'en sortir. Et au niveau du doublage français, on a aussi quelques stars, mon Dieu. Nous avons Gaspard, je vais avoir du mal à prononcer son nom, Gaspard Ulliel et Nolwenn Leroy. Mais en vrai, c'est pas forcément le plus intéressant. Pour moi, le plus intéressant, en fait, c'est l'auteur, en fait, du roman duquel a été tirée l'histoire des 5 légendes. Et l'auteur, c'est c'est William Joyce, à pas confondre avec un autre William Joyce, qui est un homme politique. Mais politique, j'ai pas trop envie d'en parler, parce que sinon, je vais forcément taper le point Godwin très très fort. Donc cherchez l'écrivain. Vraiment, l'écrivain. Et donc, William Joyce, il a entre autres fait quelque chose qui est assez culte pour, en tout cas, ma génération. Il a fait Roly Poly Oly. Je pense que ceux qui se souviennent de Mindy les Zouzous se rappellent de Roly Poly Oly. Roly Poly Oly, je sais pas si vous voyez bien, du coup, de quoi je parle. Mais enfin, je trouve ça assez marrant de le retrouver là-dedans, du coup. Donc, juste pour présenter le bonhomme, entre autres, donc William Edward Bill Joyce, d'après ce que me dit Wikipédia, est un écrivain, donc, un illustrateur aussi, donc c'est lui qui fait les illustrations de ses contes et de ses histoires, et il a fait entre autres des couvertures pour le New Yorker, donc c'est pas un petit de l'illustration, et il est aussi réalisateur, donc je vais vous présenter aussi quelques-uns de ses films par la suite. Mais enfin bref, tout ça pour revenir sur les 5 légendes, de base, c'est quand même une suite de romans de 13 livres. Donc du coup, forcément, le film ne va pas être un résumé des 13 livres, et il ne suit même pas forcément la trame principale. C'est justement ce qu'a préféré en fait donc l'auteur des livres. Parce que justement, il s'est dit que ça donnerait du contenu en plus pour ces personnages, et les personnes qui liront d'abord les livres puis ensuite iront voir le film ne seraient pas déçues, puisqu'en fait c'est juste un tout autre contenu. Et donc pour parler un petit peu plus de ce que William Joyce a fait, il a entre autres été aidé à la conceptualisation de certains personnages de Toy Story. Il a fait la même chose pour Mille et une pattes, donc il a travaillé pour les grands, ce monsieur. Hein. Puis par la suite, je lis aussi qu'il a adapté un autre de ses livres, donc Robots, qui est un film d'animation du coup avec Robin Williams, qui est donc l'adaptation d'un de ses livres. Il a fait pareil avec Bienvenue chez les Robinson. Je suis en train de lire. Ensuite, la seule chose qu'il ait vraiment réalisé, c'est un court-métrage, mais qui a été oscarisé. Pas mal. Et le court-métrage s'appelle Les Fantastiques Livres de Monsieur Maurice Lesmore. Pas mal, hein? Et juste pour finir un petit peu pour ce film, pour vous dire que il y a eu un travail avec des grands quand même, mais l'un de ses producteurs, du coup, c'est Guillermo del Toro. Juste lui.
D'ailleurs, au niveau de comment a été conçu ce film, c'est-à-dire que contrairement à Pixar, DreamWorks, j'ai l'impression qu'en général, ils vont avoir tendance à utiliser une patte plutôt réaliste dans leur animation. C'est-à-dire que quand on voit par exemple des Shrek, même des Kung Fu Panda, on va dire que j'ai l'impression que la patte est un peu plus réaliste que ce que pourrait produire Pixar, qui est un peu plus cartoonesque. Même si, bon, Kung Fu Panda, peut-être que ça s'éloigne un peu. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est le cas. Et c'est aussi la patte qu'ils ont voulu donner aux 5 légendes. Et ils ont donné une importance particulière aux textures de peau des personnages. Alors, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais c'est louable. D'ailleurs, Guillermo del Toro, qui est donc le réalisateur, parce que je ne l'ai pas forcément présenté, mais c'est quand même un bon réalisateur qui a fait Le Labyrinthe de Pan, La Forme de l'eau, Crimson Peak, pardon, Hellboy, Pacific Rim, donc c'est quand même du gros réalisateur, a introduit, donc ça rejoint un peu ce que j'avais essayé de dire tout à l'heure. J'arrive tout de suite. Nous voulions que les personnages soient un peu différents de l'idée que tu te fais habituellement du Père Noël ou du lapin de Pâques, qui sont trop inoffensifs pour fonctionner dans le monde d'aujourd'hui. Donc c'est un peu ce que je rejoins, ce que je vous avais dit tout à l'heure. Ils les ont un peu plus travaillés pour faire en sorte qu'on s'éloigne un petit peu de la vision qu'on avait habituellement des personnages type Père Noël et lapin de Pâques. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est pas vraiment un film de Noël, c'est juste qu'il y a le Père Noël dedans, du coup j'en profite. Mais j'aime bien ce film parce que justement il revisite pas mal les personnages un peu... qui sont un petit peu justement lourdins du Père Noël, du lapin de Pâques. Enfin, le Père Noël, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu et beaucoup revisité. Et j'aimais bien cette version-là. Après, au niveau du scénario, je dis pas que ce soit fantastique ou ce genre de choses, mais en tout cas, j'ai vraiment passé un très bon moment devant le film. C'est très sympa à regarder et je vous le conseille. Voilà! J'ai plus grand chose à dire sur le film. Alors, c'était pas des anecdotes de folie. Je vous ai parlé du casting, de ce que c'est toutes des recherches à faire sur Wikipédia. Hein. Vous trouvez toutes les informations de toute façon très facilement. Mais c'était pour vous en parler un petit peu. Donc, du coup, je vous dis à demain pour un prochain film. À plus! Mais j'allais oublier une anecdote en fait, qui était plutôt mignonne. Pourquoi est-ce que William Joyce a eu donc l'idée de créer cet univers avec les légendes qui se connaissent, etc. Bah, c'est parce que en fait, sa petite fille lui aurait demandé est-ce que le Père Noël et le lapin de Pâques sont amis. Je trouvais ça trop mignon. Salut les petits potes, du coup, aujourd'hui, ça va être un nouveau film de Noël, et ce nouveau film de Noël, ce sera Hook, de Steven Spielberg. Donc la première chose auquel je veux vous parler, en tout cas, c'est plus précisément de Peter Pan et de l'histoire en général, parce qu'il faut savoir que Hook est donc une suite à Peter Pan, en sachant que du coup Peter Pan est écrit par James Matthew Barry. James Matthew Barry qui est plus ou moins connu que pour le personnage de Peter Pan. Et Peter Pan en fait a été créé de base pour un autre livre qui s'appelle Le Petit Oiseau Blanc. Donc du coup, Le Petit Oiseau Blanc est un roman, donc du coup par le même écrivain, donc James Matthew Barry. Donc en 1902, c'est donc la première fois qu'il y a Peter Pan dans un livre. Alors je ne connais pas forcément plus, je n'ai pas forcément lu ce bouquin, donc je ne pourrais pas tellement vous en dire plus et on ne me donne pas tellement plus comme information. Mais j'essaie de me renseigner un tout petit peu plus. En tout cas, c'est les prémices du personnage qui est là, mais le personnage par la suite sera très différent de la pièce de théâtre qui sera écrite, puis ensuite du roman Peter et Wendy. Parce que oui, Peter Pan, Peter, était d'abord un personnage d'une pièce de théâtre. C'est ce qu'il faut savoir, avant d'être un roman, etc. Donc il y a, comme je vous ai expliqué, la pièce de théâtre. Donc la pièce de théâtre qui, dans son nom complet, c'est Peter Pan ou l'enfant qui ne voulait pas grandir. Il y a aussi le nom Peter et Wendy, a été une pièce de théâtre qui a été jouée pour la première fois en 1904. Puis ensuite, ça a été publié en tant que roman en 1911. Donc c'est pour ça que j'ai précisé que c'était d'abord une pièce de théâtre avant d'être un roman, qui était prévu pour être joué. D'ailleurs, Peter Pan était généralement joué par des femmes. Je pense que c'est le côté petit garçon pour éviter d'avoir la voix trop grave d'un homme ou d'un garçon, en tout cas. Et ça sera que en 2003 au cinéma qu'il y aura un Peter Pan enfant qui sera joué par un garçon.
Je pense qu'en vrai, je peux ne pas vous présenter Peter Pan. Le mythe, ou du moins le conte, la légende de Peter Pan a été surtout euh, mise en avant par le film de Disney. Par la suite, il y a eu beaucoup d'adaptations. Il y a eu des films. Donc du coup, il y a Hook, le film de Disney. Il y a Peter Pan, celui de 2003 dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Il y a aussi une bande dessinée qui, pour moi, est fantastique. Qui est donc de Régis Loisel, qui est une de mes BD bandes dessinées préférées. C'est beaucoup plus pour adultes cette fois, c'est-à-dire que Peter Pan est censé être quelque chose pour les enfants. Le Peter Pan de Régis Loisel, donc la bande dessinée, c'est pas pour les enfants du tout. Vraiment pas. C'est pour les adultes, c'est le Peter Pan vu de manière plus cruelle et plus crue, comme la réalité brutale pourrait le démontrer. En vrai, je vous conseille vraiment de la lire si vous êtes bien accroché quand même. Comme j'expliquais plus tôt, Hook est donc la suite de Peter Pan. Mais techniquement, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que... alors, excusez-moi, je vérifie parce que c'est James Matthew Barry, pardon. James Matthew Barry avait déjà prévu une suite où, en fait, Peter Pan revenait assez régulièrement voir Wendy. Et Wendy, en fait, la fois où il retourne la voir et où elle ne peut plus le suivre, c'est le moment où elle est mariée, elle a des enfants elle-même, et donc du coup, Peter Pan propose à la fille de Wendy de venir et d'aller au pays imaginaire. Et en fait, ça serait un cercle perpétuel où Peter Pan emmènerait à chaque fois la descendance de Wendy avec lui au pays imaginaire pour lui montrer ce monde-là. Voilà. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres suites, c'est-à-dire qu'il y a Hook et il y a eu d'autres suites, dont une qui est une suite, on va dire, officielle, entre guillemets. Alors, je vais vous expliquer pourquoi elle est officielle un tout petit peu plus tard. Mais il y a aussi le journal de Peter, qui, en fait, je vous parle de ces deux suites parce que j'ai lu les résumés, enfin le synopsis, enfin le pitch, quoi. Et je trouvais ça plutôt intéressant. Le pitch était intéressant, c'est-à-dire que le journal de Peter Pan, c'est en tout cas donc Peter Pan qui écrit un journal, qui est un orphelin et qui, en fait, à travers ce journal, on le voit construire ce personnage de Peter Pan qui ne grandit jamais. Je trouvais ça intéressant. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que, en fait, au niveau des droits d'auteur, donc le Peter Pan est rentré dans le domaine public depuis 2003, je crois, plus précisément. Est vraiment rentré dans le domaine public. Mais de base, en fait, les droits, pendant en tout cas 50 ans, ont été légués à... Je vais revérifier ça dans 2 minutes. Donc ce que je disais, c'est que les droits d'auteur, en fait, n'ont pas été légués à un descendant, mais en fait plutôt, enfin en gros, la descendance de ces droits-là ont été donnés directement à l'hôpital pour enfants malades de Great Ormond Street à Londres. Et en fait, cet hôpital était assez important parce que... en fait, lorsque James Matthew Barry a mis en place du coup la pièce, tous les fonds qu'ils avaient en plus, quoi, tous les bénéfices qu'ils recevaient de la mise en place de la pièce, allaient directement à cet hôpital-là. Et donc du coup, c'est eux qui ont récupéré les fonds et qui ont récupéré les droits d'auteur. Donc c'est à eux qu'il fallait s'adresser directement si on voulait adapter la pièce de théâtre Peter Pan. Et donc du coup, la pièce de théâtre Peter Pan est maintenant tombée dans le domaine public partout en Europe, en tout cas, depuis le 31 décembre 2007. Parce qu'en fait, ils avaient donc perdu leur droit d'auteur parce que de base, c'était 50 ans. Mais après, l'Union européenne a mis en place le droit d'auteur à 70 ans après la mort de l'auteur. Et du coup, ce n'est qu'en 2007 qu'on a eu la possibilité d'avoir Peter Pan dans le domaine public. Donc maintenant, on va revenir un peu plus sur Hook, donc le film... dont je dois parler aujourd'hui en fait. Mais donc du coup, Hook, donc réinterprétation de Peter Pan, a un casting du tonnerre. En fait, apparemment, à l'époque où a été tourné le film, c'est-à-dire dans les début des années 90, les films jouaient beaucoup sur leur casting plus que sur leur scénario, etc., etc. Donc ils avaient tendance à privilégier énormément le casting qui allait être fait plutôt que tout le reste, les scénaristes, etc., etc., etc. Et donc, du coup, potentiellement, le fait qu'il y ait des gros castings, ça a engrangé beaucoup d'attentes. Et du coup, Hook a été un petit peu descendu par la critique au moment de sa sortie. Alors que pourtant, enfin moi en tout cas, j'adore ce film, mais je ne suis pas très objectif. Voilà. Donc, au niveau du casting, donc le premier rôle est tenu par Robin Williams. Robin Williams qui joue Peter Pan. Robin Williams, je vous en parlerai un peu après parce que bon, je vais pas vous faire ça pour tout le casting, mais juste pour Robin Williams pour...
parce que c'est Robin Williams, quoi. Ensuite, on a Dustin Hoffman en Capitaine Crochet, on a Maggie Smith en Wendy, on a Julia Roberts en Fée Clochette. Voilà, il y a même Gwyneth Paltrow dans un de ses premiers rôles qui joue la fille, enfin la version enfant de la fille de Wendy. Ah oui, il y a Bob Hopkins aussi qui a joué dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est lui qui... Enfin, attendez. Et donc, c'est Eddie Valiant dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Juste ça. Donc, parlons Robin Williams. Robin Williams, lui, il a été connu par Happy Days, où il jouait un alien qui avait une candeur enfantine. Donc, c'est plutôt accurate pour ce personnage de Peter Pan. Par la suite, il va être entre autres connu dans le film Popeye, où il va donc avoir le premier rôle, celui de Popeye. Et ensuite, il va enchaîner ce genre de rôle pour ensuite arriver à Good Morning Vietnam, qui est un de ses gros... un des films qui, en fait, l'a vraiment fait sortir. Donc, par la suite, il a fait des grands rôles. Il a entre autres fait c'est lui qui donne la voix originale du génie d'Aladin, avec beaucoup d'improvisation. Du coup, d'où le fait que ce génie soit aussi loufoque, etc. Il a bien sûr joué dans Le Cercle des Poètes Disparus, L'éveil que j'ai vu récemment qui est assez sympa, Hook, j'arrive, hein, Madame Doubtfire, Jumanji, tout un tas de films en fait, Will Hunting, etc. En fait, sa filmographie est longue comme le bras, L'agneau au musée, il y en a vraiment pour tous les goûts en tout cas. Et pour tout type de rôle, mais moi personnellement je le connais entre autres pour des rôles beaucoup plus enfantins comme Hook, Jumanji, Madame Doubtfire, ce genre de choses, Flubber aussi d'ailleurs. Et il a vraiment bercé mon enfance pour tout un tas de raisons en fait c'était des films que je regardais quand j'étais enfant quoi. Malheureusement Jim Carrey nous a quittés en 2014 par un suicide, car après être sorti de plusieurs désintox, entre autres pour l'alcool et d'autres drogues, il a appris une maladie qui allait mettre en péril potentiellement ses habilités à jouer, ses habilités à être autonome, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, il s'est malheureusement donné la mort. Et c'est la même année, d'ailleurs, où j'ai remarqué, en tout cas, je ne sais pas si c'est lié du tout, où un autre acteur de Hook est mort, Bob Hawkins, pardon, qui est mort la même année en 2014, un peu plus tôt cependant. Mais c'est celui qui joue Mouche et donc du coup le détective Valiant dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Alors il faut savoir que Robin Williams était fan de la licence la légende The Legend of Zelda, en sachant que sa fille s'appelle Zelda, donc pour vous donner un petit peu le truc, il était vraiment fan. Et d'ailleurs, le dernier Legend of Zelda, Breath of the Wild, qui est sorti en 2017, a un hommage à l'intérieur à sa personne, où il y a un personnage carrément qui a sa tête et qui serait censé le représenter. Je vous montre ça tout de suite. Et voici donc le personnage qui est censé représenter Robin Williams. Je ne l'ai pas encore trouvé dans le jeu, mais j'aimerais bien. Mais voilà, c'était juste histoire de vous montrer, je trouvais ça plutôt sympa. Sachant que Robin Williams, en plus de ça, a fait des publicités pour... littéralement, c'est-à-dire des pubs à la télé pour Legend of Zelda. Il me semble que c'est pour Skyward Sword et pour un autre. Je vais vérifier. Pour la version 3DS de Ocarina of Time. Voilà. Alors maintenant, pour repartir encore une fois sur le film Hook, je vais vous raconter des petites anecdotes de tournage. La bonne partie de ce que je vais raconter vient d'une vidéo de YouTube de Mister Mea. M-E-E-A. Je vous montrerai ça. Je peux pas tellement vous faire de trucs swipe up parce que je ne suis pas encore Instagrammeuse à succès. Donc voilà. Mais bon, c'était juste pour vous dire que ça venait principalement d'une de ces vidéos et je vous conseille d'ailleurs d'aller la voir. Il y aura certainement plus de détails que moi sur certains passages plus techniques que d'autres. Voilà. Déjà, il y a un nombre de caméos incroyables dans Hook. Je vous montre ça tout de suite. Dans cette scène-là, l'inspecteur, c'est Phil Collins. Rien que ça.
Ici, les deux couples qui s'envolent. Il s'agit de Carrie Fisher et de George Lucas. Ici. Enfin, ici. Alors attendez qu'on ait un petit plan de face quand même. Ici. Il s'agit de Glenn Close. Et donc ici, nous avons, s'il veut bien se pousser, Gwyneth Paltrow, qui est donc la fillette de Spielberg, et c'était un de ses premiers rôles. D'ailleurs, à propos de descendance, etc., il y a les 3 enfants de Dustin Hoffman dans le film, qui ont joué Peter Pan lorsqu'il était jeune, entre autres, qui ont aussi joué un enfant qui jouait dans l'équipe de Jacques. Et justement, il y a Rebecca, donc sa fille, qui joue Jane dans la pièce du début du film. Voilà. Et un truc que je trouvais assez drôle et qui est assez difficile à remarquer dans le film, je suis désolée, mon ordinateur fait du bruit, au début, du coup, Peter Pan, du coup, se retrouve dans l'avion. Et dans l'avion, il y a donc le capitaine qui parle, et le capitaine, c'est donc Dustin Hoffman qui l'interprète, et qui dit « Attention, c'est votre capitaine qui vous parle ». C'est juste ça. Il n'y a pas forcément... on voit pas forcément vraiment le capitaine Crochet, c'est juste sa voix sur une image d'avion. À propos du capitaine Crochet, on voit sur son chapeau un espèce de motif en fait qui fait rappeler donc les dents du crocodile et sa mâchoire qui donc se refermerait potentiellement sur la tête du capitaine Crochet. Assez intéressant, non? Et apparemment, Bangarang, donc le cri que partagent les enfants perdus, serait en fait viendrait du jamaïcain qui voudrait dire vacarme ou brouhaha. Alors vous lirez beaucoup que Julia Roberts a été insupportable sur le tournage, mais je préfère l'analyse qu'en fait Mister Mea, parce que bon, Dustin Hoffman a été presque encore pire, donc moi j'ai un peu tendance à dire « Eh oh, arrêtez de taper sur toujours les mêmes et taper un petit peu plus sur Dustin Hoffman qui a été apparemment vraiment insupportable. » Et en fait, il y a Julia Roberts, ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'elle jouait toutes ses scènes à part, sur un autre plateau que ceux qu'avaient les autres comédiens. Donc où il y avait tous les décors, etc. Elle les jouait vraiment à part vu qu'il fallait qu'elle fasse ses scènes à part. Donc elle avait à peine quelqu'un qui répondait à ses répliques. Donc c'était déjà très compliqué. Elle détestait son costume parce que son costume devait cacher en fait le baudrier qui permettait de la soulever pour faire en sorte qu'elle vole, etc. En plus de ça, elle était harcelée à ce moment-là par la presse. Plus le fait que en fait son mariage a été annulé au dernier moment avec je ne sais plus qui, enfin un espèce de connard de toute façon. Voilà. Mais bref, elle avait eu des très gros succès. D'ailleurs, par la suite, il me semble qu'elle a carrément fait une grosse pause d'un an, un truc comme ça, pour arrêter de filmer parce qu'en fait, elle en pouvait plus, elle était juste en burn-out, quoi. Donc bon, il y a un moment où oui, peut-être qu'elle était insupportable, mais peut-être qu'elle avait ses raisons aussi de l'être. Voilà. Et donc d'ailleurs, pour parler de Dustin Hoffman, apparemment, il aurait été exécrable aussi à reprendre chacune des phrases, chacune des indications que pouvait faire Steven Spielberg. À parler très très près des acteurs pour bien leur postillonner, des autres acteurs pardon, pour bien leur postillonner dessus, en sachant que en fait le truc c'est que tout le reste des acteurs forcément il y avait Bob Hopkins qui était adorable, Robin Williams tout pareil, et en fait les seuls moments où Robin Williams envoyait des fions à la gueule des gens c'était contre Dustin Hoffman. Donc c'était un peu marrant. Comme dit, ça s'est beaucoup mieux expliqué dans la vidéo de Mister Mea, mais encore une fois je vous redirigerai. Donc voici la vidéo de Mister Mea, donc si ça veut bien faire le focus, Hook 1991, les chroniques du Mea, je ne sais pas. Et il l'a sorti en 2020 parce que c'était donc la période un petit peu compliquée du Covid. Voilà sa chaîne. Je vous conseille en vrai quasiment toutes ces vidéos qui sont super intéressantes à regarder. Il donne beaucoup d'anecdotes de tournage, beaucoup d'anecdotes un peu plus précises que les miennes. Les miennes sont assez légères en comparaison au travail qu'il va avoir tendance à fournir. Il va parler vraiment des animateurs, des gens qui ont produit le film, etc., des gens qui ont vraiment travaillé dessus. Donc vraiment, il est super intéressant. Allez voir sa chaîne, elle est top. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à demain pour une nouvelle story sur un nouveau film. Je vous fais des bisous.
Je pense en avoir fini pour Hook. En vrai, il y en restera sûrement beaucoup, beaucoup de choses à dire. Comme par exemple, ah oui, par exemple le fait que Hook c'était censé être une comédie musicale. Sauf que bah, le film faisant déjà 2h30, ajouter des chansons en plus, c'était compliqué. En plus, il me semble que le décor a été fait par quelqu'un de spécialisé enfin, dans les décors de parcs d'attractions. C'est assez intéressant. Encore une fois, allez voir la vidéo de l'entre du Méa, il vous expliquera tout ça parfaitement. Hey yo, nouveau film de Noël et aujourd'hui on va parler de Super Noël. Alors, c'est un film qui est sorti en 1994, c'est pas le meilleur film du siècle, mais moi je m'en souviens en particulier parce que j'avais les publicités avant mes VHS Disney. Au passage, je m'excuse d'avance parce que les voisins du dessus font une soirée, ce qui n'est pas un problème, mais du coup ça fait du boum boum de ouf et j'espère que vous l'entendez pas. Mais bref, si jamais vous entendez du boum boum et que le son n'est pas très bon, c'est normal, c'est au-dessus, il faudra s'en plaindre au-dessus. Alors, Super Noël est réalisé par John je sais pas, il est américain, je sais pas comment prononcer ce nom, on va le dire en français, Pasquin. Et en fait, lui, il n'a pas réalisé grand-chose en tant que réalisateur de films, il a surtout fait des séries, entre autres Papa Bricole, où l'acteur principal a été connu, mais en soi, ouais, c'est un peu le seul vrai film qu'il ait fait. Et donc, du coup, ça a été fait par la boîte de... Enfin, c'est Disney qui a fait ce film-là. Voilà. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de parler de Tim Allen. Tim Allen, qui est un humoriste et acteur américain, qui s'est fait connaître surtout pour Papa Bricole, je crois, donc une série. Donc il s'est fait d'abord connaître pour ça, puis ensuite il a fait énormément de films sur des comédies familiales, ce genre de choses, dont fait partie Super Noël. Mais en fait, dans le film, Tim Allen devient le Père Noël. Et ensuite, il y a eu tout un tas de suites à ce film, et Hyper Noël, un Super Noël glacé, enfin en fait... Je me souviens pas de la suite parce que c'est pas très très intéressant non plus, mais bon voilà. Et Tim Allen, en fait, en me renseignant un peu, bah, il s'avère qu'avant d'être acteur, il a fait de la prison, le monsieur. En 1978, il a été arrêté parce qu'il... pardon. Car il transportait sur lui 70 grammes de cocaïne. Voilà, on n'a pas le même passif, on va dire. Mais entre autres, ouais, et en gros, il a réussi à pas faire trop de prison parce qu'il a balancé son pote. Ah, mais j'allais oublier le plus important. Donc, Tim Allen, l'humoriste, en fait, a été connu donc pas mal durant les années 90, début 2000, tout ça. Mais il a fait un rôle qui est très très important pour notre génération. Et c'est entre autres la voix originale de... Ah bah dis donc. De Buzz l'éclair dans Toy Story. On va y arriver. Mais donc oui, Tim Allen, c'est lui qui a fait la voix originale de Buzz l'éclair. Et donc c'est lui qui a fait la voix originale dans les 4 Toy Story. Et c'est principalement pour ça que moi, personnellement, je le connais. Je vais pas avoir beaucoup d'anecdotes sur ce film parce que bah, c'est pas non plus un grand film du cinéma et on va dire qu'il n'y a pas énormément de gens qui se sont renseignés sur ce film parce que voilà. C'est un petit film un peu sympathique à regarder pour Noël, donc il n'y a pas non plus énormément de choses à en dire. Là, pour l'instant, je vais parler un petit peu de Tim Allen. C'est un peu la seule chose intéressante qu'il y a dans ce film. Mais bref, là, j'ai quelques anecdotes, en tout cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que, a priori, comme à peu près tous les films de Noël, j'ai l'impression, ça n'a pas été tourné donc en hiver, et ça n'a pas été tourné donc à Chicago en hiver, mais ça a été tourné au Canada, à Toronto, et en été. Du coup, Tim Allen en fait portait pas mal de prothèses parce que il était censé devenir le Père Noël et vu que Tim Allen il est tout maigre, forcément il a des prothèses, il a une barbe, etc. qui lui ont modifié le visage, etc. Et donc, il suait énormément parce qu'il avait extrêmement chaud dans son costume, ce qui est logique. Et donc du coup, Tim Allen devait s'auto-accorder des pauses pour pouvoir respirer et rééquilibrer un petit peu sa température tout au long du film en tout cas. Voilà. Bon, il faut savoir que les elfes sont joués par des enfants. Des enfants. Dans le film, les elfes ne sont plus des enfants, mais ont juste la forme d'enfants. Et donc, du coup, les enfants qui jouent les elfes ont aussi utilisé pour faire la figuration d'enfants normaux, entre guillemets, dans le monde des humains, le monde normal de la vraie vie, on va dire. Du coup, on peut voir apparaître certains enfants plusieurs fois, en fait, au long du film. Mais en soi, c'est pas non plus si exceptionnel que ça, on va dire. Voilà.
Pendant le film, il y a une référence à James Bond, car à un moment, l'elfe Bernard présente à Scott, Scott qui est le personnage principal qui va devenir après Santa Claus, s'appelle Scott Calvin d'ailleurs, SC, ça fait Santa Claus et donc ça fait Scott Calvin. Mais bon, ça c'est expliqué dans le film, hein, c'est pas non plus quelque chose de... Voilà. Si vous regardez le film, vous n'allez pas être surpris non plus de ce que je vais vous dire. Mais en tout cas, l'elfe Bernard, du coup, présente à Scott Quentin, qui est l'elfe spécialisé dans les accessoires et dans les aspects technologiques que peut avoir le Père Noël. Et donc, du coup, c'est une référence à l'agent Q des films de James Bond. Voilà. Comme dit, c'est à peu près tout ce que j'ai pour ce film de Noël-là. Il n'y a pas toujours énormément de choses à dire, on va dire. C'est comme ça. Hein. Il y a parfois des films qui sont faits assez facilement. Il n'y a pas non plus énormément de choses à en dire. Là, j'aimerais quand même vous montrer un truc. C'est-à-dire qu'en faisant mes recherches, j'ai réussi à trouver une chaîne YouTube qui montrait les publicités qu'il y avait au début des VHS. Et ça m'a replongé dans un univers... Enfin, ça m'a fait énormément de bien parce que ouais, c'était très nostalgique pour moi. Je vais juste vous montrer ça parce que moi, ça m'a fait plaisir. Voilà. Donc là, en fait, je vais vous montrer le début VHS de Pocahontas, donc une cassette que j'avais moi. Et c'est juste trop bien parce que je me souviens encore, bon, si ça veut bien arriver à un moment. Bon, ça, c'était habituel dans les cassettes, hein, qu'on se mette d'accord. Mais je me souviens de ce petit écran-là qui avertissait, je me souviens de différentes pubs. La pub du Bossu de Notre-Dame, ce genre de choses. La pub Disney, mais qui est... Enfin, de Disneyland, mais qui est... Elle me cassait les reins, cette petite. Mais vraiment. 79. Elle me sursoulait. Enfin bref, tout ça... Ça m'a fait un petit retour dans le passé. Et si ça en intéresse certains, alors ça, je peux vous mettre le lien de la chaîne YouTube qui met ça. Sur ce, moi je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur un nouveau film de Noël. Salut! Petite fin de chronique un petit peu tardive. En fait, apparemment, j'ai oublié des anecdotes parce que j'avais pas lu certains articles en fait qui faisaient partie de ma recherche. Et donc du coup, j'aimerais au moins rajouter 2 choses par rapport au film d'hier qui est donc Super Noël. Déjà, il faut savoir que le rôle de Santa Claus et donc de Scott Calvin n'était pas forcément écrit pour Tim Allen. Il était plutôt écrit pour Bill Murray. Excusez-moi, j'avais Robin Williams en tête. En fait, c'était pas forcément lui. Bien qu'après, il a été envisagé pour le rôle. Il y avait Robin Williams, Mel Gibson, Jeff Bridges, je ne sais pas qui c'est, Michael Keaton et Tom Hanks qui ont été aussi envisagés pour ce rôle-là. Alors, il faut aussi savoir que dans le film, il y a Tim Allen qui mentionne un numéro de téléphone qui est le 1-800 Spank Me, qui en fait redirige vers un numéro, une ligne sexuelle, comme une espèce de téléphone rose. Et il faut savoir qu'au cinéma, normalement, tous les numéros de téléphone sont censés être fictifs. Il y a même des numéros de téléphone dédiés au cinéma. Sauf que là, c'était pas le cas. Et en fait, il y a quelqu'un qui a décidé donc d'appeler ce numéro et qui est tombé sur la ligne en question. Et donc, du coup, après plusieurs plaintes, Disney s'en est rendu compte. Et donc, cette scène a été supprimée du DVD. Et il faut dire que Disney n'y va pas de main morte, puisque Disney a même racheté la ligne de téléphone pour faire fermer le service. Voilà. Ça ne rigole pas du tout chez Disney. Alors, encore une anecdote, je vais voir si c'est la dernière parmi celles-là. Mais apparemment, Tim Allen a pris du poids exprès pour incarner le personnage et il a pris du poids en buvant majoritairement du lait et des biscuits. C'est mignon. Et alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que de base, donc c'était censé être une comédie pour adultes, parce que bon, le pitch de base, c'est qu'est-ce qui se passerait si on tuait le Père Noël, qui n'est pas très, très enfantin, ça fait pas très comédie familiale, et Scott Calvin devait tuer le Père Noël à la carabine. Voilà. Et voilà, donc du coup, c'est tout pour le film d'hier. Maintenant, on va passer au film d'aujourd'hui.